Bon, faut que je vous fasse une confidence. Ceci n'est pas un extrait du podcast que vous allez écouter. Non, c'est bien une intro que j'enregistre en séparé. L'épisode que vous allez écouter avec Anthony et moi-même, on l'a pas enregistré dans des conditions du direct. On n'était pas ensemble, on n'a pas réussi à se réunir cette semaine. Pour plusieurs raisons. Un, parce que Anthony travaille l'équivalent de 3 semaines. Il arrive à rentrer 3 semaines de boulot en une. Donc ça, je sais pas comment il fait. Et moi, j'ai eu de mauvaises nouvelles de mon côté avec... les événements perso qui ont fait que je n'étais pas disponible, donc voilà, on n'a pas réussi à se réunir, mais, on a quand même enregistré un épisode. Anthony, dans sa petite chambre d'hôtel du côté de l'Espagne, a enregistré son débrief, j'ai réagi sur ces informations, et donc ça vous apporte cet épisode un peu particulier. On avait déjà fait ça l'année dernière, malheureusement, pour des circonstances un peu identiques, et donc voilà, ça se répète ici. Rassurez-vous, la semaine prochaine, si tout va bien, on va réussir à se caler et à vous proposer un épisode un peu plus interactif et avec un peu plus d'humour. J'espère que en tout cas c'est ce qui vous plaît aussi dans notre duo Endurance Club. Mais voilà, pour le débrief de ces 4 heures de Barcelone, format un peu particulier, moins interactif, on s'en excuse, et on se retrouve la semaine prochaine pour un truc un peu plus vivant et dynamique. Et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sous cet épisode, sur YouTube par exemple, ou sur les réseaux sociaux, à nous poser des questions et à nous donner des sujets que vous voulez qu'on évoque. Bref, la parole est à vous, et je vous laisse avec votre épisode. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur, spécialiste de l'endurance et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors dans ce nouveau numéro, on revient sur l'ouverture de la saison 2025 de l'MS qui s'est déroulée ce week-end à Barcelone. C'était une longue semaine de reprise pour les pilotes et les équipes avec le prologue, on l'a rappelé la semaine dernière. Et comme vous le savez, dans l'Endurance Club, nous allons vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques qui vont vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et en Espagne, on a vibré puisque la météo laissait certes un peu à désirer jusqu'à vendredi. Et oui, il a plu un petit peu, mais le soleil a été au rendez-vous durant tout le week-end. Il a fait beau, il a fait chaud aussi, surtout le dimanche, et tant mieux parce que le spectacle a été au rendez-vous devant plus de 30 000 fans venus sur place, et il y a vraiment de l'engouement pour assister à ces 4 heures de Barcelone en ELMS, ainsi qu'aux courses support comme la Ligue European Series, la Michelin Le Mans Cup ou encore la Porsche Carrera Cup France. En tout cas, on avait un engouement assez important. Geoffroy, toi qui étais à Barcelone aussi, pas ce week-end, mais le week-end précédent, est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que tu as pensé que c'était normal en tout cas de voir tant d'engouement parce que les fans espagnols sont au rendez-vous et c'était vraiment une belle première? Et écoute, ouais, carrément, en fait, quand j'y étais effectivement pour l'Espiritu de Montjuïc, les premières courses PT Roto, j'ai vu aussi, je savais à l'avance qu'il allait y avoir du monde, puisque ça fait partie des événements sur lesquels il y a quand même pas mal de spectateurs qui se déplacent. Et ouais, sur place, il y avait du monde. Nous, on avait une météo vraiment pourrie. Et pourtant, il y avait pas mal de familles, pas mal de bandes de copains aussi. Je pense qu'il y avait des ados qui séchaient l'école et qui se sont pointés comme ça le jeudi ou le vendredi pour voir les voitures. Et franchement, il y a un bel engouement. Il y a beaucoup de Fernando Alonso dans les fans, casquettes, drapeaux, machin. Mais il n'y a pas que ça. La culture sport auto espagnole, c'est évidemment pas que Fernando Alonso, mais il est quand même beaucoup représenté. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait eu du monde. Et ça fait plaisir de voir cet engouement, qui n'est pas concentré que sur les manches de WEC, parce que le WEC ne roule pas en Espagne, malheureusement. Mais voilà, ça rejaillit aussi, j'ai l'impression, tout ce qu'il y a de positif autour des 24 heures du Mans et tout l'engouement autour de l'hypercar, les GT3, etc. Rejaillit aussi sur la série historique, on va dire, les Le Mans Series, et donc c'est toujours une bonne chose. En tout, 44 voitures donc étaient engagées à travers 4 catégories en ELMS. Il était donc évident qu'il allait y avoir du spectacle et potentiellement des petites erreurs et des neutralisations. Eh bien, ce fut le cas dans cette course, mais tout a commencé de manière un peu plus fluide parce qu'on a attendu, je crois, plus d'1 heure avant d'avoir la première neutralisation. Donc, on pensait que ça allait être une course qui allait finalement se passer un peu plus fluide. Je crois que c'était il y a 4 ans qu'il n'y a pas eu de safety car, pas eu de drapeau jaune ni rien. C'était peut-être le début de course comme ça, mais ensuite, on a vu que ça s'est pas passé du tout de la même manière parce qu'il y a eu quelques neutralisations. Alors en tout, j'ai les chiffres justement, donc full course yellow pendant 4 minutes 15, donc ça c'est pas énorme. Par contre, il y a eu du virtual safety car et du safety car pendant en tout
plus de 45 minutes. Alors, même plus, 51 minutes. Bon, on va dire que Eduardo Freitas a utilisé le virtual safety car parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un incident, ça se passait juste avant que la salve d'arrêt au stand ait lieu. Donc, finalement, il était obligé d'avoir un virtual safety car. Donc, ça a parfois piégé quelques pilotes et quelques équipes. Et puis sur la deuxième partie, sur le deuxième virtual safety car, bah, certains se sont rattrapés et ont pu tirer un peu les marrons du feu. Et donc, au final, eh ben, avec un scénario un petit peu fou, un petit peu saccadé, on a la victoire d'une LMP2 Pro-Am au général avec AF Corset et le super dernier relais de Mathieu Vaxivière. Franchement, moi, à un moment donné, je me suis demandé pourquoi il était si à l'attaque sur Charles Milesi et puis également sur les leaders, CLX Motorsport et Idexport Genesis. Et ben en fait, parce qu'il y avait une victoire au général, peut-être potentielle, et c'est ce qui s'est passé avec une bonne stratégie aussi. Il avait des pneumatiques qui étaient en meilleur état que ses adversaires et il a pu dépasser dans le tout dernier tour pour s'imposer, pour faire gagner donc une voiture en LMP2 Pro-Am au général. Et c'était pas arrivé depuis 2023. C'était avec l'équipe Racing Team Turquie à l'époque et ça avait causé, je me souviens, une petite confusion. Là au moins, on savait que ça pouvait déjà arriver. Je crois qu'en 2023, il y avait aussi eu une possibilité d'une victoire pour l'équipe Racing Team Turquie au Castellet. Ce n'était pas passé parce qu'il y avait eu un petit problème de pneus, mais en tout cas, voilà, c'est quand même rare qu'on voit une LMP2 Pro-Am avec forcément un pilote bronze à l'intérieur s'imposer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Geoffroy, de cette superbe prestation d'AF Corset? Ouais, ce qui est marrant en fait, c'est que la victoire de Vaxivière, comme tu le dis, puisque c'est lui qui a fini la course et qui a fait 3 dépassements dans les 2 derniers tours, la victoire de Vaxivière, François Perraudot et Alessio Rovera, elle est surprenante en fait parce que ce qui se passe, c'est que eux, effectivement, ils avaient des pneus neufs pour le dernier relais, parce que AF Corset a tout simplement décidé d'assurer, enfin c'est ce que Mathieu Vaxivière raconte, ils ont décidé d'assurer la victoire en Pro-Am, quitte à perdre des places au général. En fait, ils se sont dit, la victoire au général, c'est pas notre objectif, nous, c'est une victoire de catégorie qu'on vise, donc si on veut garder un avantage par rapport aux autres de la catégorie Pro-Am, ils vont avoir des pneus neufs probablement pour la fin de course, donc nous aussi on va en chausser. Donc en fait ils ont fait cette stratégie qui au final leur permet de gagner, puisque les autres devant qui sont en catégorie pro, enfin en LMP2 classique quoi, eux n'ont pas eu de pneus frais. Donc bref, stratégie on va dire conservatrice qui finalement permet de débloquer la victoire, et c'est pas la première fois comme tu l'as dit, et c'était déjà à Barcelone d'ailleurs, quand tu parles de Racing Team Turquet. Ce qui est marrant, c'est que ça crée un peu une confusion, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'au niveau podium, on savait pas trop, voilà, en fait, qui gagne. Et dans les communiqués de presse, après, ça s'est vu, puisque du coup, l'équipe Idexport a communiqué sur le fait qu'ils avaient gagné la course de Barcelone. Alors oui, mais non, parce qu'ils gagnent leur catégorie, enfin, ils gagnent pas le général. Évidemment, AF Corset communique sur le fait qu'ils ont gagné. Oui, eux, ils ont gagné le général. Enfin, tu vois, il y a plusieurs magazines où on met en avant la voiture de chez Idexport, Genesis, Magma Racing, etc., comme les vainqueurs, alors que non, c'est certes une sous-catégorie ou une catégorie dans la catégorie qui finalement gagne, mais pour moi c'est le vainqueur du général qui est le vainqueur de l'épreuve, point. Donc voilà. Effectivement, c'est une situation assez inédite et je trouve ça marrant. C'est vrai que c'est assez rare de voir ça, mais bon, voilà, beau travail, la stratégie a payé, l'arrêt au stand dans les derniers instants où finalement on fait du refuel, mais on met aussi des pneus, et ça a fonctionné. Cette catégorie Pro-Am, en fait, elle est quand même assez disputée, hein, pour en avoir discuté un peu dans le paddock. C'est quasiment même, de l'avis de certains acteurs du championnat, la catégorie qui est la plus difficile, parce que mine de rien, tu as certes des pilotes bronze. Donc on les connaît, hein, évidemment, François Perraudot, Rodrigo Sales, il y en a plusieurs, hein, bien sûr, qui sont remarqués et remarquables, des pilotes bronze. Mais à côté de ça, tu as des cadors quand même de la discipline, hein. Franchement, c'est vrai que quand tu vois que l'équipage, par exemple, chez Proton, tu as René Binder, Ben Viscal, chez TDS, tu as Mathias Bech, Clément Novalak, chez AF Corset, donc tu as Alessio Rovera, Mathieu Vaxivière. Franchement, c'est quand même assez impressionnant. Puis chez Aoba ITF aussi, avec Dan Cameron et Louis Deletra. Alors certes, ils terminent loin ou ils terminent même pas, je me souviens plus, mais ils marquent seulement 4 points de la 8e place parce qu'il y a eu un problème mécanique. Mais sinon, c'était eux, hein, qui pouvaient peut-être aussi prétendre
soit à la victoire, mais en tout cas à un podium de catégorie en LMP2 Pro-Am. Justement, une fois n'est pas coutume, on commence par cette catégorie, justement, parce qu'ils se sont imposés au général. Et ben, AF Corse s'impose devant Algarve Pro Racing. Encore une belle perf. Moi, je trouve que Alex Quinn, par exemple, dans cette équipe, est vraiment fort. Et puis, donc, TDS Racing qui tire les marrons du feu avec la 3e position. Et bravo à eux, parce que ça a été une performance solide. Voilà, pour l'équipe et les différents protagonistes en NMP2 Pro-Am. En tout cas, ce que je dois dire, c'est que j'ai été assez bluffé de voir que le rythme était très 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 solide en fin de course et que justement voilà, une équipe LMP2 Pro-Am s'impose. Est-ce qu'on aura 5 vainqueurs en 6 courses comme l'année dernière? C'est à voir, mais en tout cas on part avec un vainqueur qui a priori ne va pas gagner quand même toutes les épreuves parce qu'on s'imagine bien que les concurrents de LMP2 Pro vont avoir à cœur de s'illustrer. D'ailleurs, justement, on passe au LMP2 Pro avec, et là c'est une victoire pour un constructeur ou en tout cas pour une équipe qui n'avait pas gagné depuis 2022 à Monza et qui surtout a vécu une saison galère l'année dernière. Je parle d'Idexport qui est en exploitation de la voiture décorée ou aux couleurs de Genesis Magma Racing. Et oui, Genesis qui vient l'année prochaine en WEC, ça tout le monde le sait évidemment, et qui s'impose pour cette première de la saison. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle prestation avec, je dirais, un des pilotes qui était étincelant. Alors, les 3 ont été bons. On reviendra d'ailleurs sur une des 3 pilotes. Mais je voulais quand même qu'on parle de Mathis Jobert. Franchement, c'est quand même complètement fou de voir que voilà, il est capable de résister face aux meilleurs. Il a voulu faire la qualif. Il a dit voilà, moi je suis en catégorie LMP2 Pro. Je veux me mesurer aux meilleurs. Et franchement, ça a été une bonne qualif. Et face à des Philippe Albuquerque, face à plein de super clients, j'allais dire, franchement, c'est vrai que c'est solide ce qu'il a fait. Matteo Chiroli, Tom Dillman, Tom Blomqvist, Charles Milesi, Théo Pourchère, qui revenait en compétition depuis juillet en 2024, c'était en IndyCar, Luca Giotto, Grégoire Saucy, t'avais que des cadors dans cette séance qualificative et finalement Mathis Jobert il a qualifié la voiture de chez Idexport en 5e position et surtout dans le dernier relais il a été en mesure de dépasser un certain pilote CLX, Luis Felipe Derani, Pipo Derani, qui s'est fait complètement déborder et enfumer, j'allais dire, par le jeune pilote Mathis Jobert, qui sera aussi en Porsche Carrera Cup France en cette année 2025, donc un double programme. Franchement, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai été bluffé par sa performance. Ouais, évidemment, je peux dire que du bien de Mathis Jobert. Après une course comme ça, ce qui est fou, c'est donc sa performance indiv à lui. Tu l'as dit, je crois, 5e en qualif pour une première dans l'exercice, c'est quand même pas mal. Et en plus, il a tout de suite fait un retour assez précis en disant qu'il lui manquait de la vitesse dans certains passages. Enfin bref, il a su analyser un petit peu là où lui manquait quelque chose. Il a tenu la comparaison, effectivement, comme tu le dis, face à Mathieu Vaxivière, même s'il se fait dépasser à la fin, il pouvait rien, notamment parce que les pneus n'étaient pas les mêmes. Mais ils ont eu une bataille avant dans la course et où il a plutôt tenu le match. Il s'est battu face à Luis Felipe Derani, qui est juste un mec qui est une référence en endurance et qui est déjà confirmé dans le programme Hyundai Genesis. Donc c'est plutôt une bonne manière de se comparer et d'essayer de décrocher un baquet dans l'équipe, parce que si tu tiens tête à un pilote qui est déjà confirmé, c'est pas mal. Et après, que dire d'autre, c'est la preuve que la Porsche Carrera Cup produit de très bons pilotes. Les 3 étaient débutants, Juncadella et Chadwick étaient aussi débutants en endurance. Le trio fonctionne bien. Juncadella était le plus rapide en rythme de course et le plus régulier. Jamie Chadwick, la moins rapide des 3. Mais comme d'hab, on le dit souvent dans Endurance Club, c'est un équilibre qu'il faut trouver entre équipiers. Et il semble que là, le trio fonctionne bien. Ils sont déjà tournés vers le Castellet pour essayer de rééditer cette performance et de confirmer. Parce que tu as quand même ce côté effet de nouveauté et peut-être aussi, je sais pas à combien ça peut jouer comme paramètre, mais prise de risque ou en tout cas un côté un peu grisant de la nouveauté. Et donc peut-être que ça a joué aussi sur leur capacité à tous les 3. Et qu'après ils vont entre guillemets rentrer dans le rang et être moins flamboyants, je sais pas. Mais voilà, moi aussi je me pose la question, est-ce qu'on va avoir une saison aussi ouverte que l'année passée, ou est-ce que c'est cette voiture notamment qu'on va voir souvent aux avant-postes? Victoire au général, je ne sais pas, là c'est pas une victoire au général donc on l'a dit, mais est-ce qu'ils vont enchaîner des victoires
catégorie ou générale, ça va être à surveiller. Et il n'était pas seul, donc Mathis Jobert, parce que oui, tu l'as remarqué, eh bien, il y avait des femmes ce week-end. Alors, les Iron Dames, hein, on y reviendra aussi, mais elles ont été étincelantes. Sarah Bovy, Mitchell Gatting et évidemment Célia Martin. Et puis Lilou Wadou en LMGT3 également. Eh bien, on a une autre, on en avait 5. Et bien, l'autre pilote féminine, aux côtés de Dani Juncadella et de Mathis Jobert, c'est donc Jamie Chadwick. Et Jamie Chadwick s'impose pour la première fois en ELMS en LMP2 Pro. Mais ce n'est pas officiellement la victoire au général. Alors, on en aurait entendu parler, déjà qu'on en entend parler évidemment avec cette victoire. Jamie Chadwick, championne en W Series, championne en F1 Academy. Et là, franchement, il faut bien dire qu'elle a fait un super premier relais. Et elle a emmené la voiture où il fallait. Elle a résisté. Elle s'est mise au pli, j'allais dire, de la course d'endurance. Et franchement, c'est quand même solide. Donc, elle n'est pas victorieuse au général. Par contre, elle s'impose en LMP2 Pro, c'est la première fois. Et elle rejoint donc Natacha Cashnan et Sophia Flörsch sur un podium au général en ELMS. Natacha Cashnan l'avait fait à plusieurs reprises, plusieurs fois troisième en 2013 et une fois deuxième au Castellet. D'ailleurs, eh bien, Sophia Flörsch aussi avait été deuxième au Castellet en 2022 et troisième, je crois, à Portimao en 2021 avec Algarve Pro Racing. Enfin bref, en tout cas, elle est parmi les plus grandes, Jamie Chadwick. Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement, de la performance de Jamie et du fait que, voilà, elle soit une femme et des hommes face à elle et qui s'impose. On en a beaucoup entendu parler, mais ça se lance bien, en tout cas, sa carrière en endurance. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Évidemment, c'est une très bonne chose de voir une femme pilote au plus haut niveau. J'adore, et on en parle souvent, de l'initiative des Iron Dames et de leur présence maintenant continue. Ça fait depuis 2018 ou 2019, je crois, qu'elles sont engagées en European Le Mans Series, donc il y a une fidélité qui est incroyable. Elles font de grandes choses pour... et là, en plus, bon, elles ont gagné, on en parle après, mais elles font de grandes choses pour l'endurance au sens large et pour la présence des femmes, donc ça, c'est très bien. Je suis aussi évidemment sensible au fait qu'il y ait des femmes dans les catégories supérieures. C'est pas un secret. J'avais beaucoup d'espoir en Sophia Flörsch, peut-être trop, sur le fait qu'elle puisse un jour avoir un volant en hypercar, et Lilou Wadou, je pense que ça reste jouable. Même si là elle est en GT, donc forcément moins en vue, ou en tout cas moins dans ce step de progression vers un volant en hypercar. Et là, Jamie Chadwick, écoute, voilà, en performance pure, c'était pas la plus rapide du trio. C'est même une des pilotes qui était parmi les moins en vue, je crois, en LMP2 au global, si on regarde les données du B-Pilar. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi le fait qu'elle était débutante, comme les autres, de son équipage, et qu'elle commence à avoir un solide background. Elle a un background notamment en monoplace, donc là il va falloir se créer vraiment une expérience endurance. Ça commence super bien, et je pense qu'elle est aussi mise dans de très bonnes conditions. Au-delà du sportif, où tu as Idexport qui est là, des gens de chez Hyundai qui vont aussi apprendre à préparer la voiture, il y a aussi le fait qu'elle est portée par un constructeur qui lui fait confiance, et clairement, l'objectif, c'est de la mettre dans une voiture pour se battre pour la victoire au général aux 24 heures du Mans. Enfin, elle n'est pas là juste parce que c'est une femme et parce qu'il y a un espèce d'un quelconque quota à respecter. Je pense qu'ils ont vraiment cette volonté de la porter, de l'amener au plus haut. Donc là, rien à dire. Même si t'es pas le plus rapide des trois, il y a toujours eu, dans tous les trios vainqueurs, il y en a toujours un qui est moins bon que les trois. Et là, en l'occurrence, sur cette course-là, il se trouve que c'était elle. Mais ça sera peut-être pas le cas au Castellet. Et moi, j'espère qu'il y aura une victoire au général. C'est marrant que tu rappelles Natacha Cashnan, que ça devait être chez Morand ou des trucs comme ça, et Sophia Flörsch, donc plus récemment avec Algarve. Mais voilà, qu'on casse un peu ce truc de ça n'est jamais arrivé, quoi. En fait, faisons que ça arrive et que ça devienne normal et que ça puisse se reproduire, qu'une femme puisse gagner une manche ELMS. WEC, évidemment, j'en rêve aussi, hein, que ça soit en GT3. C'est déjà arrivé d'ailleurs, mais surtout en hypercar. Moi, j'attends que ça, quoi. Et Jamie Chadwick, hein, qui, avec ce succès, ou en tout cas ce podium, eh bien, fait augmenter une stat qui est quand même assez impressionnante, parce qu'on y reviendra évidemment, mais Iron Dames, vous le savez, les Iron Dames avec la Porsche se sont imposés en GT. Eh bien, ça fait qu'un tiers des pilotes sur les podiums, 4 sur 12, sont des femmes. Donc c'est pas mal. 4 pilotes femmes sur 5 sont montés sur le podium.
donc de leur catégorie. Je trouve ça assez remarquable. Genesis Hyundai en tout cas peut être satisfait évidemment parce que le board Hyundai était présent, il y avait Cyril Abitboul, il y avait beaucoup de personnes de chez Hyundai justement qui étaient là pour cette première. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression chez Idexport et franchement bravo parce que les mécaniciens, la stratégie, les pilotes, ils ont vraiment tous été solides et ils ont pu même, j'allais dire, bénéficier aussi de safety car alors que la stratégie n'était pas forcément facile à lire avec les virtual safety cars et les safety cars, on l'a dit, parce que ça redistribuait un petit peu toutes les cartes et notamment pour Panis VDS qui était en tête à un moment donné, le super premier relais d'Oli Gray, franchement solide. Je pense que cet équipage va falloir vraiment le surveiller cette année parce que chez Panis Racing, il y a eu déjà une victoire l'année dernière à Imola. Je pense qu'au Castellet, sur une piste qu'ils connaissent de mieux en mieux, eh bien ça peut faire quelque chose. Alors ils ne seront pas aussi à l'aise que Idexport évidemment parce que Idexport c'est carrément à domicile, mais Panis Racing, moi je pense que quand même va falloir compter sur eux. Même si l'année dernière c'était pas forcément idéal avec Arthur Leclerc, Emmanuel Maldonado ainsi que Charles Milesi. Là, Oli Gray, vraiment super sur le relais d'entrée. Moi j'ai trouvé ça solide. Esteban Masson qui avait une vingtaine de secondes d'avance, piégé par le safety car et qui du coup est obligé de recravacher, qui se retrouve sixième je crois, et qui remonte et qui laisse la voiture à Charles Milesi en bonne position. Et puis Charles Milesi sur la fin de course a essayé tout ce qu'il pouvait pour dépasser Mathis Jobert, mais Mathis a été très solide. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais course très très rondement menée de la part de Panis Racing Marc VDS avec ces nouvelles couleurs pour l'équipe justement d'Olivier Panis, soutenu et surtout exploité par TDS, et avec le soutien de Mark van der Straten qui est à la fois présent en GT World Challenge avec Mercedes, en moto, notamment Moto 2 et avec l'équipe de Superbike, et puis donc avec Panis Racing vraiment de manière officielle cette année. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus sur leur performance et un petit mot sur le trio justement qui pour moi est un des trios les plus solides de cette saison 2025. Ouais, ils ont un vrai truc à jouer ce trio, d'autant qu'il y a le trio à la fois en pro et aussi en pro-am. En fait, c'est une aventure complète entre la 48 et la 29. Écoute, ouais, mon avis c'est que le soutien, en fait ils sont dans une période qui est plutôt bonne dans le sens où il y a déjà eu 2024 qui a été une bonne, on va dire une première saison plutôt fructueuse, et Charles Milesi qui est encore là, on en parle souvent en bien, évidemment ça apporte quelque chose d'excellent. Le fait qu'Esteban Masson, soutenu par Toyota, qui est dans leur programme en tout cas, lui, il bascule dans un nouveau domaine, mais il a l'air de construire les choses step by step, donc c'est une très bonne étape pour lui, je pense, et le challenge de 2025 est excellent. Et Oliver Gray, lui, il a découvert le LMP2 en 2024, chez Inter-Europol, mais il a une expérience un peu différente, c'est celle de la F3, qui, je pense, lui apporte aussi beaucoup, donc effectivement, c'est ultra solide. Et en plus, avec les couleurs de Marc VDS, moi, je trouve ça bien, parce que ça me fait penser à une époque révolue, quoi. Ça me fait penser notamment à la Ford GT, quand Marc VDS engageait une Ford GT Matec aux 24 heures du Mans. Il y a d'ailleurs un exemplaire qui a été restauré là récemment. Donc ça, c'est forcément une bonne chose. Je pense qu'eux aussi peuvent briller et ça va jouer aux avant-postes, à mon avis, sur toutes les courses. Alors du coup, il termine deuxième devant l'Oreca numéro 10 de chez Vector Sport. Alors là, franchement, ils sont sortis du chapeau. Bravo à eux parce que l'équipe Vector, avec Ryan Cullen, avec Pietro Fittipaldi, auteur d'un super dernier relais, et Vlad Lomko, eh bien, ça a été très très solide. Et j'ai trouvé que voilà, cette performance était bonne. Vector Sport qui quand même, on l'avait dit je crois, ou en tout cas on l'a précisé, a racheté RLR et donc est engagé avec une voiture en LMP3 et une voiture en LMP2. Et avec Pietro Fittipaldi, là ça a été vraiment solide. Les deux frères Fittipaldi d'ailleurs qui sont là, avec l'équipe CLX qui engage Enzo, et qui d'ailleurs était en passe de faire une super performance, Enzo Fittipaldi, parce qu'il est avec Pippo Derani et Manuel Espirito Santo, et cette voiture a été contrainte à l'abandon, parce que c'est elle qui se battait pour la victoire, je pense, face à Mathis Jobert, notamment de chez IDEC Genesis Magma Racing, face à Panis VDS aussi. Et puis Vector Sport, je les attendais pas spécialement ici. Bon, bonne surprise. Je crois qu'on les avait pas vraiment mis dans notre trio. Je me souviens plus qu'on avait précisé comme
Paris dans notre épisode la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, CLX était au rendez-vous avec la voiture numéro 37. Mais malheureusement pour eux, eh ben, il y a eu problème mécanique. Et c'est du coup Vector Sport qui en profite. Je voulais aussi citer, avant de te laisser la parole, Iron Lynx. Iron Lynx qui a été vraiment très très solide avec Matteo Chiroli, avec Jonas Reed et Maceo Capetto sur le B-Pilar, finalement, notre petit outil, j'allais dire, après le week-end, eh ben, ça fait partie des plus rapides. Donc vraiment dommage, ce problème d'accélérateur. Mais voilà, en tout cas, on a eu une belle surprise. Je voulais t'entendre voilà, sur un petit peu tout ce que je viens de dire, sur ton ressenti sur la catégorie LMP2 Pro. Voilà. Écoute, mon ressenti global, c'est un peu difficile comme ça d'avoir une analyse, mais mon ressenti global, c'est que la victoire de AF Corse avec Perrodo, Vaxivière et Rovera fait que cette première course de la saison à Barcelone est particulière, puisque c'est une Pro-Am qui s'impose et non pas une LMP2 Pro. Mais cette victoire ne doit pas faire oublier que derrière, il y a quand même un field assez compact de LMP2 Pro, sans ces pilotes gentlemen, entre guillemets. Et donc derrière, on a quand même 5 voitures. En fait, pour retrouver une autre LMP2 Pro derrière, il faut aller jusqu'au 7ème rang, avec l'N210, Queen et Caldwell, donc voiture de chez Algarve Pro Racing. Donc en fait, le peloton LMP2 a été plutôt efficace, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est entre l'effet de course, c'est-à-dire la gestion des safety, le choix finalement conservateur qui devient le choix de la victoire, d'avoir un train de pneus neuf pour la fin de course, on aurait pu avoir un résultat très différent, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette relance vraiment sur la fin, et s'il n'y avait pas eu cette remontée de Mathieu Vaxivière qui est facilitée, simplifiée, on va dire, par un train de pneus neuf, cette voiture, elle aurait pu être bien derrière. On rappelle qu'il a fait quand même 3 dépassements en 2 tours. Donc voilà, il aurait pu être au 4ème rang sans souci. Et là, on aurait eu une philosophie différente et on serait dit, bah oui, les LMP2 quand même si on pensait que ça allait être mixé, les LMP2 restent devant les LMP2 Pro-Am. Donc bref, je trouve que chacun est à sa place, ou en tout cas une place, on va dire, assez cohérente. Ce que je note aussi, c'est qu'on a quand même le top 12 qui est dans le même tour. Alors oui, tu l'as répété en intro, avec pas mal de périodes de VSC, de safety, de neutralisation, enfin voilà, de full course yellow, etc. Ça contribue, et la course ne dure 4 heures, on n'est pas sur une course de 24 heures, mais quand même, on a 12 voitures qui sont qui ont couvert 130 tours, donc la distance de course finale, et avec certaines qui ont fait 5 arrêts, d'autres 6, donc voilà, on voit que ça a été assez compact. Voilà mon ressenti global en fait sur ce P2 mixé entre P2 classique et P2 Pro-Am. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que c'est dès le départ qu'on a eu ce problème, j'allais dire, les limites de piste. Alors, durant tout le week-end, on sait qu'il y a certains virages qui sont plus suivis que d'autres. Pourtant, à Barcelone, c'est pas le plus facile pour faire des track limites, mais on sait que les 2 derniers virages, notamment, peuvent être négociés de manière plus rapide. Et donc forcément gagner du temps et mieux se relancer pour la grande ligne droite. On a aussi finalement une possibilité en GT, peut-être plus qu'en proto, mais d'escalader le vibreur à l'intérieur du virage 12, ça j'y croyais moins, mais effectivement on a vu qu'en Porsche c'était le cas, et c'est le cas aussi en GT. Et puis je voulais aussi parler de la sortie du virage 9, où là effectivement tu as aussi une possibilité. Donc en tout cas les limites de piste, on en a parlé. Et c'est vrai que ça fait partie du jeu maintenant, et je m'inquiète un peu déjà pour le Castellet le mois prochain, un petit peu moins d'ailleurs, début mai. Mais je voulais surtout te parler du départ de Lorenz Heur. Alors là, je sais pas, il a craqué, je pense. C'était un peu chaud. Et on rappelle que lors des qualifs, Georgios Skolovos, le pilote bronze de l'équipe DKR, a fait une petite erreur. Et donc cette petite erreur, elle a été lourde de conséquences, parce que la voiture partait dernière de sa catégorie, mais surtout avec un pilote le plus rapide dans la voiture pour prendre le départ. Et ça, c'est une vraie pénalisation. Avant même, je me souviens qu'il y avait des voitures qui partaient carrément de la dernière position. C'est arrivé il y a 2 ans, je crois, à l'équipe Algarve Pro Racing. C'était au Castellet où il y avait eu un petit souci. Et donc, c'était le pilote le plus rapide qui devait en plus dépasser les GT3 et les LMP3, et c'était très compliqué justement pour revenir. C'était un vrai casse-tête, et pour des raisons de sécurité, on fait commencer le pilote le plus rapide justement, pour qu'il n'y ait pas de problématiques et de problèmes. Et donc Lorenz Heur prend le départ. Mais alors là, il partait 21ème, si on calcule évidemment entre les LMP2 Pro et les LMP2 Pro-Am, et
dès le premier virage, il s'est retrouvé en position d'être leader de la catégorie LMP2 Pro-Am. Donc en fait, il a anticipé le départ, mais ça, j'avais pas vu. Et il passe à travers le premier virage. Là, pas de problème, il se rate, bon, ok. Et ensuite, il met gaz en grand en prenant l'échappatoire. Alors, il respecte finalement les consignes de la direction de course, puisqu'il prend l'échappatoire et qu'il respecte cette voie alternative. Mais la deuxième partie des instructions de direction de course, c'est qu'il ne faut pas gagner de place. Bon, là, par contre, c'était pas le même cas, parce que de 21e, il est passé à 6e avec ce rythme de fou. Et du coup, bah, il voulait montrer, je pense, que la voiture était rapide et avait un bon réglage. Et en fait, bah, il a mis la voiture en tête pendant je sais pas combien de minutes avant de se faire pénaliser à 2 reprises, donc 2 drive-through. Et même avec ça, finalement, ils n'étaient pas si loin parce que je crois qu'ils étaient 2 ou 3e de la catégorie LMP2 Pro-Am. Parce que oui, 2 fois 30 secondes de pénalité, d'accord, mais il a pu creuser l'écart en fait. Et ça, c'était, je pense, partie de la stratégie. Donc, il a anticipé le départ, drive-through. Il a coupé et gagné du temps, drive-through. Ça aurait pu être un bon calcul avant de laisser la main à Georgios Kolovos, qui a fait d'ailleurs un bon double relais, hein, enfin en tout cas un relais au milieu, parmi les pilotes gold du milieu de course. Donc, franchement, c'était pas facile. Et puis après, il a laissé la voiture à Thomas Laurent. Mais voilà, malheureusement, chez DKR, ça n'a pas fait un résultat de fou. Il termine 6e. Juste devant Nielsen Racing qui était pas au rendez-vous franchement ce week-end, malgré un équipage solide, hein, James Allen, Sergio Sette Camara et Anthony Wells, mais voilà, ça aurait pas été le week-end de Nielsen. Tiens, d'ailleurs, on n'en aura pas parlé en LMP2 Pro, mais bon, ils ont marqué des points, mais c'était compliqué. Voilà, je voulais avoir ton avis sur le départ de Lorenz Heur et les limites de piste justement avec l'équipe DKR. Les limites de piste à Barcelone, c'est un vaste sujet. Quand j'y étais pour les Spiritu de Montjuic, il y a des plateaux, ou alors pas les plateaux groupe C ou les plateaux ERL, mais plutôt, je crois que c'était en 60s ou même en classique, en 2 litres cup, donc plateau 100% Porsche. Où la dernière partie, là, en fait, vu qu'il n'y a pas de vibreur à proprement parler, et que la zone est relativement plane, et qu'en plus c'est en descente, tu peux vraiment aller couper. Enfin, il y a plein d'images sur YouTube où on peut voir, que ce soit sur le live que nous on a fait, où vous avez le replay intégral, ou même des vidéos de spectateurs où tu vois des bagnoles qui coupent, mais elles coupent pas à 20 ou 30 cm, il y a des 2, 3, 4, 5 mètres. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas il n'y a pas de sécurité, enfin, il n'y a pas de surveillance de la part des commissaires, alors que si, et derrière, les pénalités ont été données. Là, sur le cas Lorenzer, je comprends pas, parce que ce gars-là, il est quand même très bon, déjà, de base. Excellent coup de volant, excellent équipage aussi qui forme, et là, tu fais bien de le rappeler. Et là, il compromet complètement, sa propre... Enfin, lui, pas sa carrière, je veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, son image, parce que là, clairement, on voit qu'il abuse, quoi. On voit qu'il abuse complètement, il se retrouve en tête de la course après quelques boucles, en ayant clairement utilisé un avantage. Celui du départ, on l'a pas vu avant, le fait qu'il anticipe, mais en tout cas, couper le premier virage et faire comme s'il y avait un problème, je pense que ça faisait partie de sa strat pour remonter. Donc, on te voit, Lorenz, c'est un peu gros, et en fait, je comprends pas, parce que dans ces cas-là, tu fais preuve d'humilité, ou en tout cas, ça doit... Il aurait dû ou redonner des positions, ou enfin je sais pas, il y a un truc que je trouve pas cohérent, et je me dis c'est surprenant de la part d'un gars qui a une aussi grande science de la course et autant d'expérience. Ça fait plusieurs saisons qu'on le connaît, que ce soit en LMP3, en LMP2. Voilà, je trouve ça vraiment étrange de sa part d'avoir fait un truc comme ça, volontairement, je pense. En tout cas, ça n'a pas été clairement défini, mais intentionnellement quand même, à mon avis. Pour moi, c'est vraiment un manque de maturité, quoi. Bon, ce matin, je parle beaucoup. Je suis assez bavard parce qu'il y a des choses à dire hein, sur cette course de Barcelone. Mais en tout cas, si tu as été complet et tu n'as rien à ajouter sur le LMP2 Pro, eh bien, on va passer à la catégorie LMP3, ma catégorie de cœur, vous le savez. J'aime beaucoup ces LMP3 parce que j'ai l'habitude aussi de commenter évidemment des courses en Michelin Le Mans Cup, donc c'est pour ça. Mais là, le LMP3 eh bien, a pu redonner le sourire à CLX Motorsport parce que certes, il y a eu l'abandon pour la numéro 47, la 37 termine au pied du podium, mais ils étaient venus chercher mieux. En revanche, il y a eu vraiment très très bonne compréhension de course et très très bonne maîtrise de cette course en LMP3. Comme souvent, j'allais dire, hein, on retrouve les
équipes CLX Motorsport, on retrouve le team Virage, on retrouve RLRM Sport, on retrouve aussi Inter-Europol. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas des grosses surprises, mais quand même, la surprise, c'est de voir que finalement, avec un nouveau trio, Adrien Cloménil, Theodor Jensen, qu'on a vu l'année dernière et qui était vraiment très solide. Alors la semaine passée, j'ai dit que Theodor Jensen était encore managé par Benjamin Bailly. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Il y a eu un choix de la part de la famille de Theodor Jensen, mais Benjamin Bailly voilà, aurait bien voulu suivre Theodor Jensen. En tout cas, il s'est bien rattrapé parce qu'il suit Lena Buller ce week-end et il suit également Quintarelli, donc c'est pas mal. Et puis Vic Stevens surtout. Quintarelli, il le suit du coin de l'œil, on va dire, et Vic Stevens surtout, un pilote belge qui est en Ligue European Series. En tout cas, pour fermer la parenthèse, donc Adrien Cloménil, Theodor Jensen et Paul Lanchère en tant que pilote bronze, et ben franchement, ça a très très bien fonctionné, ça a très très bien souri aussi. Ils partaient de la pole et ils gagnent, donc vraiment il y a rien eu à dire. Ils ont été un tout petit peu menacés par l'équipe RLRF Sport et encore sur les derniers instants, mais c'était de toute façon mal engagé. Il y avait quand même l'équipe Euro Internationale qui était là en termes de rythme. Mais malheureusement, ça n'a pas été connaître de succès pour eux, avec Sébastien Graveloun, avec Ayana Aguilera et avec Fabien Michal, qui finalement ont été contraints à l'abandon. Fabien Michal, un super pilote qui n'a pas été en réussite sur un problème mécanique. Voilà, donc on ne les aura pas trop vus chez Euro International. Par contre, ce qu'on a vu, c'était l'équipe Ultimate. Et honnêtement, Ultimate et CLX, je pense que ça pouvait matcher. Et ils ont perdu de la puissance en dernière partie de course chez Ultimate. Donc malheureusement, malgré la super stratégie de Marie-Alice Lahaye, eh bien, ça a été un dernier relais compliqué pour Mathieu Lahaye. Et donc, finalement, il sauve les points de la 5e place. Mais il y avait beaucoup mieux à faire avec JB Lahaye, avec Mathieu et avec Louis Rossi que cette 5e position, effectivement. Est-ce que tu as un avis sur cette catégorie LMP3 et est-ce que ça t'a bluffé de voir la performance à la fois de CLX Motorsport et d'Ultimate, même si je dois dire qu'on les voit pas beaucoup à l'image quand même. Écoute, t'as tout dit, je vais passer mon tour. J'ai sincèrement pas grand-chose à apporter sur le LMP3 que tu n'aurais dit, donc non, je préfère m'arrêter là. Non, le seul truc qu'on peut dire, je fais une pirouette et j'essaie de rebondir en apportant une stat, puisque c'était la première course de la nouvelle ère des LMP3 avec les nouveaux châssis, avec la nouvelle motorisation Toyota. Bon voilà, on retient que c'est Ligier qui a gagné. Alors ça, c'est pas forcément une grosse surprise par rapport à déjà l'historique de cette marque dans la catégorie. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait un triplé pour cette première, alors que comme tu l'avais dit, on l'avait dit dans l'épisode précédent, il y a quand même de nouveaux châssis qui sont là. Il y a même aussi du Hades en Michelin Le Mans Cup. Donc bon voilà, triplé Ligier pour cette première. Est-ce que ça aussi, ça peut évoluer au cours de la saison? Est-ce qu'on aura un peu plus de variété à l'avenir? Je l'espère, je le souhaite. Voilà, après non, j'ai pas été bluffé, je suis désolé par la catégorie LMP3 à Barcelone. Je voulais aussi parler quand même, allez, avant de passer à la catégorie LMGT3, je voulais quand même parler de l'équipe Virage avec Rick Keun, avec Daniel Nogales et Jacek Zielonka. Ils seront pas allés sur les sommets, j'allais dire, de la catégorie, parce que dès le début, Zielonka se fait percuter par Jacques Wolf, qui s'est raté au premier virage. Malheureusement, voilà, c'était pas la course de Jacques, hein. Ça a été compliqué pour l'équipe Racing Spirit of Léman. Mais chez Team Virage, je pense qu'on a de très très bons pilotes, et avec un Rick Keun qui est bien encadré. L'année dernière, il était chez Inter-Europol. Cette année, il passe chez Team Virage. Je pense que franchement, ça peut faire vraiment de très belles choses. Donc voilà, je voulais ajouter ça. Et peut-être un petit mot sur Griffin Peebles aussi, qui a réussi à gagner ses lettres de noblesse, si je puis dire, en Michelin Le Mans Cup, qui a fait vraiment un très très bon boulot et qui là, avec la Duquesne, aurait pu aussi être solide avec la WTM by Rinaldi Racing. Mais bon, voilà, ça a été une course un peu galère avec des problèmes, des sorties de piste, etc. Donc voilà, pour lui, des week-ends pas faciles. Il prend de l'expérience, hein. Il roule à la fois en Ligier et à la fois en Duquesne. Donc pas facile sur l'adaptation, j'imagine. Mais en tout cas, il est là, il est au rendez-vous. Et Griffin Peebles, on va le suivre attentivement. Et c'est vraiment un très bon pilote. Voilà, j'en ai fini. Et je passe à la catégorie LMGT3, évidemment, avec là aussi la victoire donc, des Iron Dames. Elles ont réussi à faire ce que l'année dernière, le coup du sort ne
leur avait pas permis. Et donc elle pose avec un nouveau trio cette saison, Célia Martin, Michelle Gatting et Sarah Bovy. Elles ont été leaders de Tambou à bord de la Porsche 911 LM GT3 R numéro 85. Ça a été vraiment une très très belle prestation et qui déjà en fait a commencé avec des qualifications qui se sont très bien déroulées puisque Célia Martin a placé la Porsche en deuxième position. J'étais avec Sarah Bovy à ce moment-là dans la cabine de commentaires pour les qualifs et elle me disait que Célia se sentait très bien sur ce circuit. C'est vrai qu'elle a fait des essais l'année dernière et que elle a roulé aussi, mais c'était avec une Lamborghini. Donc voilà, c'est selon les pistes, elle peut plus ou moins bien se sentir, c'est normal, et on va arriver au Castellet. Et normalement, ça devrait être plutôt pas mal pour Célia. Donc bravo, coup de chapeau aux Iron Dames qui ne s'étaient pas imposés depuis l'année dernière à Imola. Et c'est un tout nouveau podium. Je ne compte même plus le nombre de podiums en ELMS pour les Iron Dames, mais depuis 2019, elles en ont pas mal, plus de 15, avec notamment Dorian Pain, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Raël Frey, Manuela Gosner, bref. Il y en a beaucoup des podiums, et donc maintenant Célia Martin fait partie du trio qui a réussi à s'imposer. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance des Iron Dames durant tout le week-end ? Elles ont, je le disais, vaincu un petit peu le signe indien parce qu'elles avaient de la malchance, on va dire, depuis l'année dernière, avec ci ou là des petites problématiques et des contacts ou de la malchance. Donc voilà, en tout cas, elles y sont arrivées sur un week-end qui n'était pas forcément facile, on va y revenir, mais avec un accident pour Marta Garcia qui a été bien poussé dans le mur de pneus lors de la course de Michelin Le Mans Cup. Mais avant ça, voilà, le retour sur la performance des Iron Dames. Je veux avoir ton avis. Écoute, c'est fidèle à ce qu'on avait anticipé. Je veux pas nous lancer des fleurs, mais on l'a dit, la saison WEC des Iron Dames sera probablement difficile dans le sens où il y a une compétition féroce à la fois avec une plus grande variété de châssis et donc potentiellement de voitures qui peuvent être en forme sur telle et telle piste, parce qu'il y a aussi un niveau relevé. En ELMS, le niveau est élevé aussi, peut-être un peu moindre, et en tout cas, je pense que la philosophie des courses, les formats de 4 heures notamment, colle mieux, je pense, et puis en plus, elles ont déjà une année dans les pattes avec cette voiture, et la Porsche est clairement bien adaptée, et au pilotage de Sarah Bovy, elle l'avait dit qu'elle se sentait bien dans cette LMGT3, dans la version LMGT3 de la Porsche, et Célia Martin aussi. En fait, quand tu regardes les données, notamment le B-Pilar, puisque c'est souvent là-dessus qu'on se focalise, pas trop de surprise, Michelle Gatting est la plus rapide des trois, ça c'est une chose, mais Sarah Bovy en termes de pace, en termes de rythme de course, est quand même assez proche aussi, donc elle confirme le fait que d'être montée de catégorie de classement d'évaluation FIA, et donc se rapproche, elle est dans le rythme de course, là, elle est pas si loin de Matt Griffin, ou elle est au-dessus de Conrad Larsen par exemple, ou même d'un Valentin Asclo, et Célia Martin, comme tu l'as dit, il va falloir qu'elle trouve ses marques, qu'elle utilise cette saison 2025 pour remplir un peu ce job qui était assuré jusqu'à maintenant par Sarah Bovy. Et là carrément c'est la meilleure des pilotes ponce, donc en fait elle a totalement pris son rôle sur un circuit qui lui convient bien. Est-ce que ça sera le cas au Paul Ricard? Est-ce que ce sera le cas dans tous les rendez-vous? Est-ce qu'il faut vraiment qu'elle ait un circuit sur lequel elle se sente très bien pour délivrer cette perfo? Je pense par exemple aux 24 heures du Mans où je sais pas, à partir de combien de tours des 24 heures du Mans et du grand circuit tu peux considérer que tu te sens bien. Tu vois, c'est compliqué, mais en tout cas là pour la confiance je pense que c'est hyper bon, et en termes de perfo c'est juste parfait, meilleur rythme que Lilou Wadou aussi si on veut comparer les deux femmes qui étaient dans la catégorie. Donc grosse performance à confirmer, mais j'espère, ça serait un juste retour des choses en tout cas, que la Iron Dames brille cette saison en ELMS. L'année dernière, on se souvient de la dernière course, elles ont notamment laissé passer la voiture sœur pour le titre. Voilà, je pense que c'est un championnat qui est taillé pour elles, et ça serait beau de les voir briller.
Et en plus, la concurrence était rude parce que face à elle, il y avait quand même la Ferrari du Kessel Racing qui, cette année, donc, a remplacé Esteban Masson par Ben Tuck, mais il y a toujours Takeshi Kimura et Daniel Serra. Moi, j'ai vu aussi que chez Iron Lynx, il y avait vraiment un super rythme, et je parle de la Mercedes, parce que oui, on a bien une Mercedes qui est présente en ELMS avec Martin Berry, Lorcan Anafin. Eux, ils étaient l'année dernière avec une Aston, et Fabian Schiller qui est venu emmené par Mercedes. Donc, ils ont fait la pole, ils ont fait vraiment de très bonnes performances et malheureusement, problème d'accélérateur qui les a empêchés de se battre jusqu'au bout. Mais donc, eh bien, ça a permis aux Porsche et Ferrari de pouvoir s'illustrer. D'ailleurs, coup de chapeau à l'autre Porsche, celle de l'équipe Proton Compétition, avec Matteo Crissoni, avec Alessio Picariello et Claudio Schiavoni. Ils partaient derniers de leur catégorie et franchement, ils ont fait une course très intelligente. Et ils ont profité des virtual safety cars et des safety cars pour revenir, avoir un bon rythme aussi, que ce soit Matteo Crissoni ou plus précisément évidemment Alessio Picariello, le Belge, qui a été pour son retour en ELMS, vraiment je trouve étincelant. Ça fait plaisir de voir des équipes comme ça et des pilotes se montrer au plus haut niveau. Je sais pas ce que tu as pu en penser justement, et est-ce que tu as eu des petites déceptions, peut-être avec l'équipe Racing Spirit of Le Mans, l'Aston Martin qui n'a pas vraiment pu défendre ses chances, ou avec la Corvette du TF Sport, parce que oui, on a quand même des belles marques cette année en European Le Mans Series. Non, en vrai, j'ai pas de déception. Je pense que le résultat final aurait pu être totalement différent. Tout à l'heure, je parlais du nombre de voitures qui étaient dans le même tour pour la victoire au général. Bah là, c'est pareil, on a le top 9 qui est quand même dans le même tour. Et bon, il y a eu une relance, certes, à 2 minutes de la fin, parce qu'il y avait un safety, mais on a 13 secondes d'écart entre les 9 premiers, donc au final, ouais, mini déception, effectivement, de ne pas avoir une Corvette ou une Aston dans le match devant, mais c'est juste parce que le résultat final, le résultat brut est comme ça, et qu'on a donc les Porsche et les Ferrari qui semblaient plus à l'aise. Je suis content de voir que ça n'a pas non plus tourné à une Ferrari Cup Change, comme on l'avait dit, où c'est un peu le troféo Ferrari, parce que le nombre est plus important. Elles sont 7, je crois, au départ. Donc, oui, il y avait ce risque, et c'est pas le cas. Donc, c'est une bonne nouvelle. La plus grosse déception, ouais, c'est la Mercedes avec un abandon. Enfin, ça c'est peut-être le truc, mais j'attends. Pour ce qui est du sujet Mercedes, puisque je l'évoque là, moi, j'attends beaucoup de Mercedes aux 24 heures du Mans. En fait, j'ai hâte de revoir des Mercedes aux 24 heures du Mans, puisque c'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 25 ans. Donc, j'ai hâte de ça. Et j'attends beaucoup de l'exercice. Je les surveillerai, je suivrai de près en Sarthe. En attendant, j'ai envie de dire, on est encore dans la phase préparatoire, puisque c'est une LM GT3, c'est pas seulement une GT3. Donc il y a ce fameux truc de torque-mètre, de capteur de transmission, de couplemètre, qui est encore à régler. Il y a encore des choses à faire avec Iron Lynx. Enfin voilà, pour moi, c'est pas encore de quelque chose que j'observe beaucoup. Mini déception si tu veux aller par là. Une belle première course en tout cas de la saison, que ce soit en LMGT3, que ce soit en LMP3 ou dans les catégories LMP2, que ce soit Pro ou Pro-Am. Vraiment, on a eu beaucoup de bastons, on a vraiment eu beaucoup de bagarres et c'était super intéressant à suivre. J'espère que vous l'avez suivi justement sur la chaîne YouTube. Il y avait beaucoup d'engouement et vous étiez nombreux sur le chat à pouvoir interagir. Donc franchement, on vous en remercie et c'est génial de pouvoir parler endurance, voilà, dans l'Endurance Club notamment, et aussi à travers les compétitions de l'ELMS. Je voulais quand même revenir sur l'incident justement avec Marta Garcia qui a été lourdement poussée, j'allais dire, et on a eu peur, vraiment. Elles sont solides ces voitures, heureusement. Coup de chapeau au commissaire. Je voulais vraiment les mettre en avant, comme on le fait souvent, mais là plus particulièrement parce que la Porsche était en feu après le gros carton, voilà, le crash est disponible sur les réseaux sociaux évidemment et sur YouTube, mais Marta va bien, déjà ça c'est la première chose, poussé par Elisio Dono. J'ai pas compris ce qu'il avait tenté de faire parce que ok, on essaie de doubler, mais il était plutôt sur la droite de la piste, il a voulu croiser la trajectoire, il s'est retrouvé pour se mettre à gauche pour faire le frein au virage numéro 10. Honnêtement, c'était un peu optimiste, un peu trop optimiste, et il a envoyé dans le mur Marta Garcia, qui faisait quand même un bel équipage avec
Vanina X, et oui, Vanina X qui avait réussi sur son premier relais à mettre la Porsche dans les bonnes conditions et donc Marta a fait le travail en tout cas pendant 4 ou 5 tours avant de se faire pousser et donc les commissaires ont été vraiment réactifs et ils ont su prendre une décision quand la porte gauche était impossible à ouvrir et que Marta commençait un peu à se trouver en difficulté avec les flammes, avec également les inhalations potentielles. Donc on sait que ça peut avoir des conséquences. Et ben, les commissaires ont décidé d'aller à droite de la voiture, ouvrir la porte passager et faire sortir Marta assez rapidement pour la mettre sur ses pieds. Donc voilà, bravo, coup de chapeau. Ils ont éteint l'incendie. Enfin, c'était pas facile. On a vraiment eu peur et bravo à eux. Donc voilà, je voulais en parler aussi. Mais globalement, les femmes sur ce tracé de Barcelone, elles étaient tout à fait en forme parce que ça aurait pu faire double victoire à Iron Names en Michelin Le Mans Cup et en European Le Mans Series. Donc elles reviendront plus fortes, on le sait. L'année dernière, Célia Martin et Karen Gaillard avaient terminé deuxième au Paul Ricard. Bon, il y a peut-être moyen de faire aussi bien, voire même mieux. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, on se donne déjà rendez-vous pour la manche numéro 2 qui aura lieu donc le week-end du 4 mai prochain. Ça va être un super spectacle, je pense. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à revenir, à venir nombreux dans le sud pour suivre cette nouvelle épreuve européenne Le Mans Series, Ligier European Series et donc Michelin Le Mans Cup. Ça va être sympa comme tout. Alors, c'est quoi ton actu justement, Geoffroy? Qu'est-ce que tu nous réserves pendant les prochains jours, avant peut-être Imola en WEC et peut-être dans l'historique aussi, pour ton actualité? Mon actu immédiate, c'est que je continue à bosser, à charbonner sur Endurance Mag avec des anecdotes, des recherches, on va dire par édition des 24 heures du Mans ou par voiture. Donc voilà, ça c'est du travail de fond qui se voit pas encore, mais qui va arriver. Et pas mal de boulot dans l'historique aussi. Normalement, il y a des projets qui vont voir le jour là-dedans. Site internet ou médias, enfin, faut penser plus médias globalisés, quoi. Tu vois, photos, vidéos, etc. Donc bref, j'ai rien à produire et à te présenter cette semaine précisément. Mais je continue d'avancer dans ce segment, notamment de l'historique, comme tu l'as compris, qui est mon gros défi de 2025. Donc voilà, écoute, je communiquerai en temps voulu les éléments lorsqu'il y en aura. Bon, je vois que tu restes quand même assez actif. Et puis surtout, voilà, je sais que tu te prépares très très solidement pour les 24 heures du Mans. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui va nous occuper aussi. Mine de rien, ça approche. Voilà, il y a 2 mois maintenant avant de se retrouver au Mans pour, on l'espère, de belles surprises aussi. On est en train de mettre en place des petites choses pour les 24 heures et pour surtout l'avant 24 heures. Donc voilà, restez là à l'écoute sur l'Endurance Club. Il y a moyen de bien faire. Alors moi, côté actu, écoute, j'ai pas mal de choses sur le feu, notamment mon podcast Trajectoire, le prochain invité. Il y a eu une petite pause parce que, comme en février, j'étais un peu pris là ces derniers jours et donc il y a de l'actualité puisque les 24 heures moto arrivent et j'aurai le plaisir de mettre en lumière Étienne Masson, multiple champion du monde, et donc il est engagé avec CERT, l'équipe Suzuki, aux 24 motos. Donc ça va être aussi quelque chose qui va être assez intéressant pour moi parce que je serai sur place. C'est pas ce week-end mais c'est le week-end prochain, et par contre ce week-end je vais commenter la Formule 2, Formule 3 donc sur Canal+, pour l'épreuve de Bahreïn. Retour donc des pilotes après l'Australie. Ça sera des horaires un peu plus décents. Donc normalement, ça devrait être plus facile. Mais voilà, je serai au micro, aux commentaires, pour pouvoir commenter ces courses de Formule 2, Formule 3. Ça va être sympa comme week-end aussi. La Formule 1, bien sûr. Toujours sur Canal avec Julien Febvreau et alors le consultant, j'avoue que je ne sais pas si c'est Jacques Villeneuve, Franck Montagny. On avait Loïc Duval le week-end précédent. Donc voilà, Formule 1, Formule 2, Formule 3. Il y a même de l'IndyCar avec Stéphane Gentil. Mais pour moi, ça sera Formule 2, Formule 3. Et donc toujours la préparation de beaux interviews et de podcasts. Et me projeter vers les 24 heures moto. Donc j'irai bien au Mans la semaine prochaine. Ah bon, mais Geoffroy, si tu as donc pu
t'exprimer comme tu voulais pendant ce numéro, voilà, ce nouveau numéro de l'Endurance Club, et bien je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour faire un épisode de présentation de l'épreuve de WEC qui aura lieu à Imola, le même week-end donc que les 24 motos. Ça sera du 18 au 20 avril, et on fera donc un épisode sur l'Endurance Club pour présenter évidemment cette épreuve qui aura lieu à domicile pour Ferrari et qui pour les tifosi sera évidemment très importante là aussi. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on a hâte d'y être en tout cas. Merci beaucoup pour ce numéro, Geoffroy, et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment, tout frais et dispo pour pouvoir présenter l'épreuve de WEC en Italie sur le tracé d'Imola. On espère que la météo sera peut-être un petit peu plus facile pour les concurrents. On se souvient de l'année dernière avec les choix de pneus qui n'ont pas été toujours très très bien réussis. Bon bref, en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous donc très vite dans l'Endurance Club, vous le savez évidemment. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à continuer de commenter parce que vous avez été nombreux, et puis même à Barcelone, j'ai eu des bons retours en vrai de votre part. Donc vraiment merci, parce que ça nous touche avec Geoffroy, et on va continuer de rester actif de toute façon et de vous proposer plein de petites choses justement pendant cette année 2025 où voilà, on est motivé pour parler à la fois du moderne mais aussi de l'historique, et comme on l'a fait la fois dernière avec Julien Ergaud et avec Nicolas Pascual. Merci beaucoup, et puis très bonne semaine et à très vite. Ciao ciao.